Bonsoir à vous, à toute l'équipe technique du Mérite panafricain. Bonsoir aux collègues panélistes, aux amis et aux autres. J'ai plaisir à débattre avec eux. Un grand salut, un immense salut surtout à tous nos téléspectateurs, à ceux qui font qu'Afrique Média, c'est pas une télévision et son public, c'est une grande communauté au service d'une grande idée en marche, le néo-panafricanisme. Une Afrique libre, digne, égale à la table des grandes nations, de la Méditerranée jusqu'au Cap. Il faut dire quelque chose dans l'échec, parce qu'il faut bien l'appeler comme ça, franco-belge au Conseil de sécurité des Nations Unies. On sait qu'un intense lobbying est mené à la fois par les Français avec leur siège permanent et leur droit de veto, et par les Belges qui ont un siège provisoire pendant 2 ans, de 2018 à 2020. Tous deux se sont ligués contre le gouvernement de Kinshasa et contre ceux qu'ils estiment à son service, c'est-à-dire la CENI, la Commission électorale nationale au Congo, c'est-à-dire qu'ils s'ingèrent directement dans les élections congolaises. Il y a plusieurs enseignements à tirer de cet échec, puisque les Russes, les Chinois ont mis en échec complètement le bloc américano-occidental. Le premier enseignement, c'est que dans notre monde, il y a, comme au temps de la guerre froide, il y a de nouveau 2 blocs. Il y a le bloc américano-occidental qui est le bloc de la globalisation, du libéralisme, de l'impérialisme et de l'exploitation, celui qui veut recoloniser l'Afrique, et il y a le bloc des nations émergentes qui veulent un monde multipolaire. Il faut dire une seconde chose, c'est l'enseignement géopolitique, c'est que quand on dit monde multipolaire, nous n'y sommes absolument pas. Le monde reste dirigé par la superpuissance américaine et ses alliés, pas seulement ceux de l'OTAN et de l'Union européenne, mais aussi ses puissants alliés asiatiques, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Taïwan, etc. Il faut constater qu'entre ces 2 blocs, celui qui veut maintenir la suggestion néocoloniale et celui qui tend une main précisément pour arriver à ce monde multipolaire, l'Afrique doit choisir, je le répète inlassablement, les alliances géopolitiques et géoéconomiques alternatives de Moscou et de Pékin. Le second enseignement, il a aussi valeur générale, cette fois-ci plus seulement pour toute l'Afrique, mais pour les peuples du monde, c'est que maintenant que le Conseil de sécurité est neutralisé, qu'il n'est plus la chasse gardée des Américains, de l'OTAN et des Occidentaux, le Conseil est neutralisé par les Russes, par les Chinois, mais aussi par les membres non permanents qui se sont alliés à eux. Je pense particulièrement à la Guinée équatoriale, qui occupe aussi pour 2 ans un siège provisoire depuis l'année précédente en ce qui concerne Malabo. L'ONU aujourd'hui, c'est un grand ensemble inutile, puisqu'on a un Conseil de sécurité qui domine à cause du droit de veto des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, qui domine une assemblée générale sans pouvoir réel. Il y a maintenant un Conseil de sécurité neutralisé. Ça veut dire, je le répète depuis longtemps, que l'ONU est devenue inutile, incapable de ramener la paix au monde. Elle est une arène où s'affrontent les 2 blocs. L'enseignement numéro 3, il concerne le Congo et les Congolais. On nous disait que Kabila était le problème. Quand on voit cet affrontement depuis une semaine sur les élections congolaises, en particulier au Conseil de sécurité, on constate que le problème du Congo, ce n'est pas Kabila. Le problème du Congo, ce sont les Occidentaux, et c'est la Senko, les évêques congolais. Kabila, dont on disait qu'il était un apprenti dictateur, il apparaît comme le père de la nouvelle nation congolaise, celui qui a promis une alternance, qui l'a réalisé, celui qui a organisé des élections générales, celui aussi, il ne faut pas se cacher, malgré tout ce qui s'est dit, tout le conflit qui opposait Tshisekedi à Kabila,
eh bien Kabila a su tendre la main, il a su accepter une défaite électorale. C'est tout cela qui rend fou les Occidentaux. L'apprenti dictateur, c'est l'homme qui a amené la paix, c'est l'homme de l'alternance aujourd'hui. Et ils sont obligés à Washington, à Paris ou à Bruxelles, malheureusement, de le reconnaître dans ce plan de son action, même s'il tente de saboter celle-ci. Le duel de la SENCO contre la CENI congolaise au Conseil de sécurité, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. On voit une église nuisible qui ne veut pas la démocratie, qui ne veut pas la paix, mais qui est prête à précipiter le pays dans la guerre civile parce qu'elle défend le choix de Fayoulou. Comme l'Église, le candidat des Occidentaux, comme les évêques sont des évêques compradors au service de l'Occident. Il faut arrêter de dire d'une part que les évêques sont des hommes de Dieu, comme le répète inlassablement la presse néocoloniale belge, la Libre Afrique par exemple, mais il faut arrêter également de dire que les évêques sont au service du Congo, du peuple congolais, ou qu'ils représenteraient les catholiques congolais. C'est une imposture. Les évêques, qu'est-ce que c'est? Ce sont les agents du Vatican. Le Vatican, ce n'est pas une puissance qui s'occupe des cieux, c'est une puissance terrestre, un petit État avec un immense soft power, c'est-à-dire la dimension de la géopolitique, du pouvoir, de la puissance géopolitique qui ne s'applique pas sur les armements ou la force militaire, mais sur tout ce qui est du domaine précisément de la religion, de la culture, etc. Ce Vatican qui, depuis 1000 ans, est une puissance temporelle, qui mène une diplomatie hyper active depuis le début du XXe siècle. Le Vatican est présent partout. Ce Vatican qui appuie, parce que ce sont des habitudes qui sont prises lors de l'ancienne guerre froide, par anticommunisme, à marcher main dans la main avec les Américains et les Occidentaux. Ce Vatican qui a aussi, il faut le rappeler, en plus de cette puissance diplomatie, des services secrets qui sont considérés par la CIA elle-même comme certains des plus puissants au monde. C'est ça le Vatican, puissance terrestre, je le répète. Le Vatican, rappelons quelque chose, il a un intérêt direct au Congo, parce qu'il est en train de perdre les âmes, son pouvoir spirituel sur les masses congolaises. Le Congo a une particularité, il a une église chrétienne nationale qu'on appelle le kimbanguisme, qui est issu de l'œuvre du prophète Kimbangu. C'est un des héros de l'indépendance contre la Belgique dans les années 1920-1940. Il a été emprisonné, persécuté, condamné pour sédition. Le Congo a fait un procès en 2012 pour le réhabiliter. Le kimbanguisme, c'est une immense église nationale africaine. Elle dit notamment que le Christ était noir. Mais c'est surtout une puissance politique qui contrôle de nombreux fiefs, qui a ses milices d'autodéfense et qui, on y revient, a un crime impardonnable, c'est celui d'être un des soutiens étroits du président Kabila, dont beaucoup de proches sont membres de cette église kimbanguiste. Enfin, dernier renseignement à tirer, c'est que Kabila, que l'on disait taiseux, que l'on disait peu intelligent, moi je l'ai rencontré en tête à tête, je peux vous dire que c'est un homme brillant et qui sait parler. Kabila, il s'est révélé un tacticien qui vient de mettre KO les plus grandes puissances occidentales, États-Unis, France, etc., et le néocolon belge. Il vient non seulement d'offrir à son pays une alternance démocratique, mais il l'a amené sur les critères de la science politique et de la vie politique européenne. On va en effet au Congo avoir une cohabitation. Une cohabitation comme il y en a eu sous Mitterrand en France ou sous Jacques Chirac, on oublie de dire ça. Le Drian qui est en pointe dans l'agression contre le gouvernement Kabila et contre la CENI, Le Drian oublie qu'il a été précisément un des hommes de cette cohabitation sous Jacques Chirac. En effet, de quoi s'agit-il? On a petit à petit non seulement les résultats de la présidentielle, mais les résultats des élections tout d'abord législatives provinciales. La majorité absolue est aux kabylistes, au Front commun pour le Congo. Il faut dire quelque chose, c'est que ce sont les députés provinciaux qui vont élire les sénateurs dans un scrutin
à 2 degrés, ressemblant au scrutin qui élut à partir de grands électeurs les présidents américains. Pour ceux qui critiqueraient ça, c'est de là que vient l'idée. Et donc le Sénat va être celui du FCC. Les partisans de Tshisekedi, ils sont ultra minoritaires. Et ce Sénat va élire son président, on parle de Kabila lui-même, président qui a de grands pouvoirs et qui sera de facto le numéro 2 de l'État congolais. Il faut arrêter d'écouter les billevesies des médias occidentaux qui parlent par exemple d'un poste d'ambassadeur pour Kabila, etc. C'est vers le Sénat qu'il se dirige. Enfin, on a les résultats des législatives nationales. Là aussi, victoire écrasante du Front commun pour le Congo. Ça veut dire, puisque le Parlement national congolais est celui qui choisit le Premier ministre, que Tshisekedi va devoir gouverner avec un Sénat, avec une Chambre, avec un numéro 2 issu du FCC, avec un Premier ministre qui va être choisi par l'Assemblée nationale, aussi élu du FCC. C'est une cohabitation. Certains ont déjà dit d'ailleurs que Kabila gardait les rênes de ce système. En tout cas, c'est un superbe coup tactique. Échec et mat à ceux qui voulaient détruire le Congo, échec et mat aux Occidentaux.